que vous êtes prêts à écouter l'histoire que je vais vous raconter? Est-ce que vous êtes prêts à entendre une histoire vraie que j'ai vécue il y a de ça plusieurs années? J'avais envie de partager avec vous sur ma chaîne un thread. Un thread. Ou un thread. Je sais pas comment on dit. Mais bref, je vais partager avec vous un thread. Non, j'arrive pas à le dire, c'est naze. Un thread. Voilà, un thread d'horreur série. Moi, j'étais dans le monde des story time et j'ai appris entre-temps, oui, que le monde avait évolué et qu'il existait des threads. En fait, c'est une personne ici présente qui s'appelle Antoine qui m'a dit « Mais en fait, ton histoire, que ça fait 10 fois que tu me racontes depuis qu'on se connaît, ça s'appelle un thread. » C'est quoi un thread? Et il m'a expliqué. Voilà, d'où ce thread d'horreur. Voilà. Bref, non, franchement, je rigole pas. Je vais vous partager une putain de vraie histoire qui m'est arrivée il y a de ça plusieurs années, alors que j'étais adolescent et que je me retrouvais chez moi, chez mes parents, avec ma meilleure amie. Je sais pas si vous faisiez ça à l'époque ou si vous faites ça si vous êtes adolescent au moment où vous regardez cette vidéo. Mais avec ma meilleure amie Zelda, alors on était au collège ensemble, on s'invitait tout le temps l'un chez l'autre à dormir. Zelda venait dormir à la maison chez mes parents, moi j'allais dormir chez les siens, etc. Et on passait jamais un week-end l'un sans l'autre. Et ce qui nous est arrivé nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, à l'âge adulte, j'y pense, on y pense, on en parle entre nous. Il n'y a pas une seule année depuis où quand je vois ma meilleure amie Zelda, je ne lui dis pas « mais tu te rends compte quand même ce qu'on a vécu à l'époque ?» Et puis c'est marrant parce que plus les années passent et plus il y a ce doute qui s'installe et tu te dis « mais c'est pas possible !» Ce moment qu'on a partagé, ce moment totalement qui semblait irréel qu'on a vécu, il ne peut pas être possible. Et plus les années passent, plus tu te dis « non, ça n'a pas pu exister, il y a forcément une explication possible à tout ça ». Et à chaque fois qu'on en reparle des années après, on se dit c'est quand même hallucinant, c'est quand même dingue. T'imagines s'il revenait ce spectre? T'imagines s'il revenait nous voir pour nous parler? Vous vous demandez certainement de qui je parle. Parce qu'on l'appelle le spectre. Un spectre, c'est quoi? Un spectre, c'est une forme astrale. C'est une source d'énergie. C'est un fantôme qui n'a pas réussi à aller dans l'au-delà, qui est bloqué dans le monde des vivants, qui est bloqué dans nos murs. Peut-être dans certains de vos murs. À cette époque, nous avions 14 ans. J'avais donc invité ma meilleure amie Zelda, comme la plupart des week-ends, à dormir chez moi, chez mes parents. Mes parents étaient présents et mes parents, généralement, allaient se coucher vers 23h, 23h30. Et nous, comme beaucoup d'adolescents, ce qu'on aimait faire, c'était se faire des cafetières pleines de café. Et on enchaînait les cafés bien secs, bien noirs, bien corsés, pour veiller toute la nuit devant la télévision. Et pour que je vous explique un petit peu, la maison de mes parents, elle est basée dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Et c'est une grande maison, avec des hauts plafonds, qui a beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres vitrées, beaucoup de couloirs. Et avec Zelda, on était dans mon salon, en train de boire du café, de regarder les clips à la télé, comme on le faisait régulièrement le week-end. Et le canapé était disposé dans le salon de mes parents, donc dans un grand salon, en face d'une grande fenêtre toute vitrée, qui donnait sur un grand couloir qui menait à un grand escalier qui permettait d'aller à l'étage. Donc sur ce canapé, on voyait ce qui se passait dans le couloir et on voyait les escaliers et à chaque fois, on voyait mon père descendre ou ma mère descendre à nous dire « Vous faites trop de bruit, taisez-vous !» Et donc tu sais, quand tu étais adolescent, ce qu'on faisait, c'était comme ça toujours, t'as peur que tes parents arrivent, voilà, il est 3 h du matin, t'es pas censé être réveillé, tout ça. Alors qu'on est sur le canapé, je vois dans le grand tableau vitré, tout en haut de l'escalier, donc en face du canapé et du couloir face à nous, je vois comme quelqu'un, une ombre, quelque chose qui se reflète dans la vitre de ce tableau qui est tout en haut de la montée d'escalier. Je me dis, ça doit être mon père. Donc je fais comme ça à ma meilleure amie, je fais putain, celle-là est mon père. Donc tout de suite on se remet bien, genre voilà, tout va bien, on allait aller se coucher. Et je vois mon père descendre les escaliers, petit à petit, tout doucement, avec lenteur. Je vois son ombre, mais je décèle mon père. On voit mon père. On croit que c'est mon père. Et plus il descend, plus on réalise que c'est pas mon père. Ça peut pas être mon père. Mon père est pas aussi grand. Mon père descend pas en plein milieu de la nuit habillé en costume, avec une queue de pie, tout en noir, avec les cheveux noirs, gominés, tirés vers l'arrière, comme ça, le visage blafard, des trous noirs à la place des yeux. Cet homme se place, sans bouger, comme ça, devant cette grande porte-fenêtre,
stoïque. Il nous regardait, il ne bougeait pas, il ne disait rien, il n'avait aucune expression. On était tétanisés. On était littéralement tétanisés avec ma meilleure amie. Tétanisés à un point où, à partir du moment où on a réalisé que c'était pas mon père, on n'a plus pu dire un mot. Plus aucun son ne sortait de notre bouche. Et ce que je me souviens, c'est qu'on avait tellement peur qu'on prenait le plaid, on se le mettait comme ça par-dessus nous, on pouvait même pas crier, on pouvait rien dire. Et je me souviens, à un moment donné, je baisse le plaid comme ça, je regarde et je le vois encore en train de nous regarder, de nous scruter, il bougeait pas, il était toujours au même endroit. Et je lui dis, il est encore là, il est encore là. À la même place, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on a pu ressentir. Je ne sais pas combien de temps cette situation elle a duré. Je ne peux pas vous dire si ça a duré 45 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Le temps nous a paru une éternité. De voir cet homme descendre petit à petit les escaliers, croire que c'était mon père, se rendre compte que c'était pas mon père, le voir se figer, se poser devant nous, stoïque, nous regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Pourquoi est-ce qu'il était là? T'as 1 milliard de questions et tu peux répondre à rien. Et donc t'as l'impression que le temps, il est très lent. À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai les poils qui s'hérissent. Et au bout d'un moment, je ne peux pas vous dire combien de temps, on baisse le plaid, cet homme n'était plus là. Il avait totalement disparu. On est traumatisé, on se regarde avec ma meilleure amie Zelda, on se dit qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? On est pris par la peur, on est pris par 1 milliard de questions, et à ce moment donné, on se dit qu'on ne racontera jamais cette histoire à personne, et surtout pas à nos propres parents. Déjà, j'aurais fait flipper ma mère, et on s'était bien rendu compte que c'était pas mon père, on n'avait aucun doute là-dessus. Donc on se demande, avec ma meilleure amie, si ce qu'on vient de vivre est la réalité. Et rapidement, on est assez pragmatique et on se dit, enfin étrangement d'ailleurs, et on se dit, mais bien sûr que c'est la réalité, on est deux. On est deux, on dort pas, on avait les yeux bien écarquillés, on n'était pas fatigué, on a vu la même chose. Quand on s'est caché derrière le plaid, on a vécu la même peur. Quand on a baissé le plaid pour voir si cet homme était encore là, on a vu tous les deux en même temps que cet homme était encore là. Ça ne peut donc pas être une hallucination. Je vous raconte pas la nuit qu'on passe, hein, on va dormir bien sûr. Enfin, on essaie plutôt de dormir, traumatisé, à se dire qu'est-ce qui nous est arrivé. On en parle tout le lendemain, tout l'après-lendemain, les jours qui suivent, on ne parle que de ça. On cherche à comprendre qui est cet homme, quel est le message qu'il a voulu nous faire passer, pourquoi est-ce qu'il s'est planté devant nous comme ça. Et puis, tu as 1 milliard de questions qui viennent, tu te dis, mais attends, mais s'il voulait te faire du mal, ce mec, il pouvait faire quelque chose. Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il s'est juste placé devant nous? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Est-ce qu'il était dans l'incapacité de faire quelque chose? Est-ce qu'il avait un message à nous faire passer? C'est trop bizarre en fait, tous les états, toutes les questions par lesquelles on est passé. Et un jour, attendez parce que l'histoire elle n'est pas finie. On rentre à la maison et on tombe sur ma sœur qui était avec une amie à elle, une amie que moi j'avais jamais rencontrée, que je connaissais pas. Cette amie nous explique qu'elle a des dons de médium, qu'elle ressent les choses. Et alors que personne n'était au courant de cette histoire, puisqu'on avait tenu personne au courant, elle nous dit: il s'est passé quelque chose dans cette maison. Donc c'était 3 semaines après. Hein. Avec ma meilleure amie, on se dit, comment ça, il s'est passé quelque chose dans cette maison? Je ressens quelque chose. C'est une vieille maison. Vous savez qui sont les anciens propriétaires? Ma mère était là. Hein. Non, ma mère elle dit non, on ne sait pas. On a acheté cette maison en 1980 à peu près. C'était en effet une vieille maison, on a tout retapé, c'était presque la campagne, il y avait des herbes hautes, enfin c'était une catastrophe et on a tout retapé. Elle nous dit, je ressens une présence, je ressens quelque chose dans cette maison. Et c'est à ce moment-là qu'avec ma meilleure amie, on a décidé d'expliquer ce qu'on avait vécu, qu'on explique à ma mère, à ma sœur et à l'amie de ma sœur apparemment qui ressentait les choses, cette fameuse soirée où cet homme est apparu devant nous, a descendu les escaliers, que j'ai cru que c'était mon père. Ma mère était toute bouleversée, elle était toute retournée, mais elle ne nie pas. Elle ne nie pas, elle ne remet pas en cause ce qu'on a vécu. Et cette amie à ma sœur qui avait des dons de médiumité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, nous dit, écoutez, il y a une mauvaise... je ressens quelque chose de néfaste, quelque chose de mauvais. Elle nous dit, je pense qu'il y a un spectre dans cette maison. Et elle me dit, si vous voulez le faire partir, vous allez dans une église, vous prenez de l'eau bénite, vous allez acheter de l'huile essentielle de lavande avec je ne sais plus quelle bougie, j'en sais rien, mais nous on était tellement flippés qu'on a fait tout ce qu'elle a dit. On est allé à l'église du centre-ville de Montpellier. Bon, j'ai fait quelque chose de pas bien à l'époque. Hein. J'allais pas dire au prêtre que c'était pour exorciser une maison parce qu'on avait un spectre à la maison et qu'on a vu un homme qui s'est posé devant nous. Donc je lui ai dit que ma tante avait un problème de santé et qu'on avait besoin d'eau bénite. Je suis désolé, vraiment je suis désolé, mais j'étais au bout de ma vie à ce moment-là.
on avait super peur et c'était le seul moyen pour qu'on ait de l'eau bénite. En plus, je suis pas de confession catholique, donc je sais pas du tout comment on demande de l'eau bénite. Bref, gentiment, il nous donne de l'eau bénite, merci. On va acheter de l'huile essentielle de lavande, la bougie qu'elle nous dit. Elle nous avait bien dit, vous nettoyez chaque porte de la maison, toutes les portes sans exception, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on le fait, voilà, avec l'eau bénite et avec l'huile essentielle de lavande. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on l'a fait. Et depuis ce jour-là, je ne vous cache pas qu'on est, encore au moment où je vous parle, traumatisé avec ma meilleure amie Zelda par cette histoire. À chaque fois qu'on en reparle, on se dit mais c'est pas possible, il y a forcément une explication possible à tout ça. C'est pas possible qu'on ait vécu ça, c'est pas possible que ça nous soit arrivé, c'est pas possible qu'on ait eu cet homme devant nous. Et à chaque fois, on en vient à la même conclusion, on se dit mais pourtant, on l'a vu. On ne sait toujours pas qui est cette personne, on ne sait toujours pas ce qu'il nous voulait, on ne sait toujours pas pourquoi il est apparu devant nous. Je prie le ciel pour qu'ils ne se disent pas « je vais revenir à leur rencontre ou à sa rencontre parce qu'à mon âge aujourd'hui, je ne le supporterai plus ». Hein, c'est-à-dire que ce que je pouvais supporter plus jeune, parce que je m'amusais un peu à faire du spiritisme, parce que l'époque de Charme, l'époque de Buffy, forcément par mimétisme, tu as un peu envie de reproduire ce que tu vois. Je me demande si au final, c'est pas le fait de faire régulièrement du spiritisme, tout ça comme on le faisait en se regroupant entre amis à l'époque, qui a amené cette personne-là. Mais c'est une expérience qui nous a marqué, qui m'a marqué, et je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je m'en rappellerai et je raconterai cette histoire. Dites-moi si vous avez vécu une histoire similaire. Dites-moi si vous avez vous aussi vécu une histoire surnaturelle de facto que vous ne pouvez pas expliquer de façon pragmatique. Partagez-moi vos histoires dans la barre de commentaires. Pourquoi je vous engueule quand je dis ça? Et puis surtout, vous me dites si vous avez apprécié le fait que je vous partage cette histoire. Moi, ça m'a fait du bien. J'espère qu'elle ne me portera pas malheur.